Merci. La parole est à Madame Françoise Descamps-Crosnier. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, chers collègues, pour la première fois de cette législature, nous sommes amenés à préparer l'exercice de notre rôle de pouvoir constituant. Il ne s'agit pas là d'un moment anodin. Nous nous apprêtons à fixer la règle de fonctionnement de notre République pour les temps à venir, au-delà de notre propre mandat actuel. Je pense parler au nom de certains d'entre nous quand je dis que c'est avec une grande humilité et davantage de réflexion et d'interrogation que de certitude que nous entrons dans ce moment de la vie publique nationale. Le projet de loi constitutionnelle de protection de la nation fait l'objet de plusieurs débats. C'est légitime, puisque ce texte, aussi bien par le moment difficile dans lequel il s'inscrit que par son objet même, interroge ce que nous sommes et les valeurs que nous portons. Le Premier ministre nous l'a rappelé, nous sommes en guerre. C'est une situation qui requiert des représentants que nous sommes de nous hisser à la hauteur des enjeux et des attentes de nos concitoyens. Il nous faut trouver l'équilibre pour doter les pouvoirs publics, le gouvernement, des moyens d'agir pour contrer la menace qui nous fait face et qui nous a durement frappés. Il nous faut, dans le même mouvement, le faire selon les mots du président de la République prononcés à Versailles devant le Parlement réuni en congrès, dans le respect de nos valeurs et sans rien perdre de ce que garantit l'État de droit. C'est cette double exigence qui doit nous animer parce que nous sommes des républicains et des démocrates sincères. C'est cette double exigence qui doit nous conduire, à mon sens, à approuver la constitutionnalisation de l'état d'urgence portée par l'article 1 du projet de loi. L'inscription dans la Constitution de cet outil offre davantage de garanties que ne pourra jamais le faire la loi qui jusqu'à présent l'organisait et que nous avons été amenés à réformer au mois de novembre dernier. L'état d'urgence est et doit rester un état exceptionnel, un état répondant à une crise au sens étymologique du terme, c'est-à-dire une période appelant des décisions et des choix. L'inscription constitutionnelle le marque de ce sceau de l'exceptionnalité que nous souhaitons tous lui conférer. Il s'inscrira donc désormais à côté de l'état de siège et de la procédure de l'article 16 de la Constitution comme l'un de ces outils de réponse à une crise majeure. Le travail en commission qui va être présenté en séance nous permet d'encadrer son exercice, notamment par le contrôle parlementaire dont nous avons pu observer ces derniers mois toute l'utilité. Je veux en profiter pour saluer ici la qualité et l'exigence du travail réalisé à ce titre par Jean-Jacques Urvoas et Jean-Frédéric Poisson. À la constitutionnalisation du contrôle parlementaire, il nous faudra ajouter l'impossibilité d'une dissolution et le droit du Parlement à siéger pendant la durée de l'état d'urgence. Je souhaite aussi préciser qu'il me paraît souhaitable que le texte d'application que nous aurons à voter par la suite soit une loi organique, comme le préconisait le comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République dans son rapport de 2007 et comme plusieurs voix l'ont exprimé en commission des lois. Ainsi encadré, l'état d'urgence présentera le niveau maximum de garantie. L'article 2, relatif à la déchéance de nationalité, n'est pas revêtu de la même évidence. Cela tient probablement à la façon dont nous sommes entrés dans ce débat. Une majorité d'entre nous approuve la volonté de marquer le fait que ceux qui choisissent de porter les armes contre la France et d'atteindre notre pays dans sa chair ne sauraient rester partie prenante de notre communauté nationale. Par la monstruosité de leurs actes, ils s'en excluent d'eux-mêmes. Ce point ne fait pas débat quand bien même chacun est conscient du caractère anecdotique de la mesure en termes de prévention et de dissuasion. Le projet de loi constitutionnelle tel qu'il a été présenté par le gouvernement instaurait une déchéance de nationalité limitée aux binationaux nés en France. Il ne me paraissait pas souhaitable, c'est une question de principe, d'instaurer dans notre texte fondamental une distinction entre Français basée sur la façon dont les uns ou les autres le sont devenus. Ce serait introduire encore une rupture d'égalité alors que nous affirmons dès l'article 1er de la Constitution que la République assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens. Il me paraît évident et juste de sanctionner un terroriste en fonction de la nature du crime qu'il a commis et non en fonction de son origine. Aussi, la nouvelle rédaction proposée par le gouvernement est plus équilibrée puisqu'elle n'inscrit plus dans le marbre de notre texte fondamental une brèche au principe d'égalité. La question ensuite des modalités pratiques d'application de la déchéance de nationalité restera en bonne partie entière à l'occasion de l'examen du texte législatif d'application de la réforme constitutionnelle dont nous débattons, quand bien même nos débats se nourrissent aussi de son anticipation.
Je constate le chemin parcouru et veux dire mon approbation des grands équilibres tels qu'ils ont été présentés par le Premier ministre à la fois lors de la semaine dernière et depuis lors. La judiciarisation de la sanction, par exemple, dont le rapporteur a souligné qu'elle permettait de rappeler que les actes terroristes sont des crimes. Il est alors logique de judiciariser également l'autre sanction prévue par l'article 2, c'est-à-dire la déchéance de nationalité. Toute mesure de déchéance, quelle qu'elle soit, doit être une peine complémentaire imposée par le juge judiciaire. Reste la question de l'opportunité de laisser ouverte ou non la possibilité de leur nationalité à des terroristes français mononationaux et donc de créer des apatrides. Sans renoncer aucunement aux objectifs auxquels la France a souscrit en signant la Convention internationale de 1954, ainsi que la Convention sur la réduction des cas d'apatridie du 30 août 1961, notre pays doit se laisser cette possibilité pour les cas exceptionnels qui sont visés par la déchéance de nationalité lors de crimes ou délits constituant une atteinte grave à la vie de la nation. L'expression de réserve sur ce point spécifique lors de la ratification de la Convention internationale de New York, dans laquelle nous nous sommes engagés, nous est permise. L'équilibre ainsi obtenu me paraît plus raisonnable et mesuré et j'appelle mes collègues à s'y rallier. La nation a besoin d'être rassemblée. Je conclus, Monsieur le Président. Alors que nous poursuivons ce débat solennel et qui prête à l'humilité et à la responsabilité, il est sans doute approprié de nous laisser guider pendant nos discussions par les mots du regretté Guy Carcassonne. Une bonne constitution ne peut suffire à faire le bonheur d'une nation, une mauvaise peut suffire à faire son malheur. Je vous remercie. Merci, Madame Descamps-Crosnier.